1799. Les frontières de la France ressemblent à ça. Le 9 novembre de cette année-là, Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir. Et 13 ans plus tard, le territoire français, c'est ça. Un empire à son apogée, plus de 3 fois plus étendu. Pour en arriver là, Napoléon a mené de multiples campagnes militaires et remporté beaucoup de batailles. Sur les 86 qu'il a livrées en personne, il en a remporté 77 et perdu seulement 9. Soit un taux de victoire de 90%. Alors, comment peut-on expliquer de tels succès ? Et ces succès ont-ils vraiment servi à quelque chose ? Alors, quels sont les secrets de ces succès ? D'abord, Napoléon a une connaissance encyclopédique de l'art de la guerre. Sa culture militaire est le fruit de très nombreuses lectures. La guerre des Gaules, de Jules César, L'art de la guerre, de Machiavel, L'essai général de tactique, de Guibert. Il a lu les récits des historiens et des tacticiens du passé, comme de ses contemporains. Mais ses connaissances ne sont pas seulement théoriques. À la différence des monarques qu'il affronte, Napoléon est un militaire de carrière. Il a été formé à tous les grades. Il ne reste plus qu'à mettre en application sur le champ de bataille ses bagages théoriques et pratiques. Et cela commence par une étude particulièrement minutieuse du terrain où il se bat. Napoléon s'entoure d'ingénieurs géographes qui lui fournissent des cartes détaillées. Il passe des heures à les étudier, compas à la main pour calculer les distances. Sa force, c'est aussi une artillerie qui, à l'époque, est la meilleure d'Europe. Les canons sont standardisés, ils sont plus faciles à entretenir et plus légers à transporter. Et puis les troupes transportent peu de bagages. Leur équipement léger leur permet de marcher jusqu'à 40 km par jour. Ils bivouaquent à la Belle Étoile pour ne pas perdre de temps. Avec tout ça, les corps d'armée napoléoniens sont beaucoup plus mobiles que les troupes adverses. Alors, une connaissance stratégique, c'est bien. Une armée au service de sa stratégie, c'est encore mieux. Mais que serait un chef sans ses soldats ? Et des soldats motivés ? Pour recruter en masse, Napoléon a une astuce, la loi Jourdan de 1798. Elle instaure une conscription universelle et obligatoire. Autrement dit, tous les Français depuis l'âge de 20 ans accompli jusqu'à celui des 25 ans révolus sont tenus de défendre la patrie quand ils sont tirés au sort pour partir à la guerre. Cette loi donne à Napoléon un gigantesque réservoir humain. En tout, 2,5 millions de soldats sont appelés sous les drapeaux en l'espace d'une décennie. C'est la plus grande armée d'Europe. Et Napoléon ne s'arrête pas là. Il impose la conscription en territoire conquis. En Belgique, en Italie, en Allemagne et en Hollande. Au total, près d'1 million de soldats étrangers rejoignent les troupes françaises. Une armée nombreuse, donc, est galvanisée par son chef. Pour rallier les populations à sa cause, Napoléon manipule l'opinion publique. Il censure la presse et crée ses propres journaux de propagande. On y vante la bravoure des soldats et la grandeur du chef. Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Le plus célèbre, c'est le Bulletin de la Grande Armée, créé en 1805. Il est lu sur les places publiques, dans les églises, les lycées et dans les foyers. Avec la propagande, Napoléon renforce le sentiment patriotique. On se bat pour la nation. Mais on se bat aussi pour la gloire, une notion distillée dans tous les discours. Elle n'est plus seulement réservée aux chefs et à la noblesse. On vit et on meurt pour la gloire, désormais à tous les étages. En découlent notamment des décorations. La plus connue, c'est la Légion d'honneur.